Bonjour Laurent Chalard, vous êtes docteur en géographie à l'Université de la Sorbonne. Vous travaillez également au Centre européen des affaires internationales. Alors d'abord, petite définition, qu'est-ce qu'une mégapole? Quelles sont ses caractéristiques? Une mégapole, c'est une grande ville très peuplée qui compte 10 millions d'habitants. Ça paraît très simple, mais en fait, quand on regarde comment on fait pour calculer 10 millions d'habitants, c'est très compliqué. Pourquoi ? Deux choses, tout simplement parce qu'on a des problèmes de recensement dans de nombreux pays dans le monde, donc on ne sait pas trop combien il y a d'habitants. Et deuxième élément, c'est la question de la délimitation. Qu'est-ce qu'une ville? Est-ce que c'est juste le centre-ville? Est-ce que c'est des communes en continuité du bâti? Ou est-ce que c'est toutes les zones rurales qui envoient une partie de leur population travailler dans le centre-ville? C'est très compliqué. Ce qui fait qu'on peut avoir des villes comme Canton en Chine, Guangzhou, où certains considèrent qu'il y a 19 millions d'habitants, d'autres 45 millions. Ah oui, là, la différence, elle est un peu énorme. New York, c'est la première mégapole recensée. C'est au début des années 50. Et puis après, il y en a eu beaucoup d'autres. Aujourd'hui, on en recense malgré tout combien, même s'il y a ces problèmes de définition? C'est pas exactement, il y en a combien aujourd'hui? Certains disent 30, d'autres 45. Donc on est entre 30 et 45. Mais en tout cas, il y en a beaucoup plus que par le passé, puisqu'en 1950, il n'y en avait qu'une. New York, et en 2000, il y en avait environ une vingtaine. Et beaucoup d'entre elles sont situées en Chine. C'est la poussée démographique aussi qui a poussé d'une certaine manière à l'émergence de ces mégapoles, de ces très grandes cités. Deux principales explications. La première, la croissance démographique mondiale, bien évidemment. Nous sommes de plus en plus nombreux, plus de 7 milliards. Deuxième élément, quand même, qui est probablement le plus important, c'est l'explosion de l'urbanisation. Il faut rappeler qu'on a dépassé le taux de 50% d'urbain à l'échelle de la planète, même si c'est très difficile de savoir combien exactement il y a d'urbain, et en particulier dans les pays asiatiques. C'est-à-dire que la Chine était un pays très rural qui a connu une expansion de l'urbanisation très importante au cours des 30 dernières années, et donc qui a vu émerger ces très grandes villes. Mais pour autant, ces très grandes villes ne sont pas nécessairement des réponses adaptées à la poussée démographique. Est-ce que vous avez des exemples de mégapoles qui ont connu des trajectoires diamétralement opposées? Une mégapole réussie d'une mégapole qui n'aurait pas bien rempli sa mission? Oui, effectivement, on a vraiment des variations très importantes de mégapoles. Bon, la réussite, c'est bien évidemment Tokyo, qui pour beaucoup reste la plus importante mégapole du monde, avec plus de 30 millions d'habitants, où là, vous avez une mégapole qui est l'une des plus riches du monde, qui est sécurisée et dans laquelle on vit bien. Vous avez le contre-exemple, qui est Karachi au Pakistan, donc qui est moins peuplé, environ 15 millions d'habitants, mais là, c'est pas au million près, on est sur des chiffres assez difficiles à connaître exactement. Et là, Karachi, c'est le contraire, insécurité totale, l'une des villes les plus dangereuses du monde, conflits ethniques, religieux, et aussi des problèmes au niveau du logement, au niveau de l'accès à l'eau, la gestion des déchets, et ainsi de suite. Donc évidemment, de très nombreux défis se posent au pouvoir public, parce qu'une ville, c'est évidemment des infrastructures qui doivent fonctionner. Oui, c'est même le principal enjeu. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez deux types de pays. Soit vous êtes dans un pays développé dans lequel il n'y a pas trop de problèmes pour les infrastructures de base. Après, les problèmes, c'est plutôt le fait qu'il y a trop de flux. Donc les routes qui sont saturées, les transports en commun où il y a trop de monde. Mais globalement, on a les infrastructures nécessaires. Par contre, effectivement, dans les pays en voie de développement, il y a vraiment un problème au niveau de l'infrastructure. D'abord au niveau du logement, puisqu'on a toute une partie de la population qui est logée dans de l'habitat précaire. On parle souvent de bidonville, mais c'est souvent un peu mieux que du bidonville. Mais bon, c'est quand même pas satisfaisant, surtout dans cet habitat précaire, il n'y a pas toujours l'eau, l'électricité. Bon, les gens se débrouillent, et c'est quand même pas tout à fait ça. Au niveau de l'infrastructure, vous avez les routes. Il faut que les routes soient goudronnées. Si vous n'avez pas de route goudronnée, c'est quand même problématique. Déjà, ça empêche les gens d'avoir des véhicules motorisés, mais aussi tout simplement de se déplacer. Vous avez les transports en commun. Bien évidemment, quand vous êtes dans une ville où peu de gens ont une voiture, vous avez besoin de transports en commun. Or, s'il n'y a pas de métro, s'il n'y a pas de tramway, c'est compliqué. Est-ce que ces mégapoles tracent de nouvelles frontières à l'intérieur d'un territoire? Est-ce que ces mégacités peuvent être en rivalité avec l'État central? Alors au niveau des frontières internes, oui, effectivement. Ça, c'est très lié au développement des inégalités. En particulier, quand vous êtes dans un pays en voie de développement, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il y a une partie de la population qui est en train de s'enrichir. Mais il y a une autre partie de la population qui reste pauvre. Donc ça veut dire que vous créez des frontières, et ces frontières, on les voit au sein des grandes villes, puisque c'est dans les grandes villes que vous avez les gens les plus riches et les classes moyennes émergentes. Mais d'un autre côté, c'est aussi là où vous avez un afflux de gens pauvres qui viennent des campagnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée des gated communities, c'est-à-dire des quartiers fermés,
sécurisé et qui se sépare du reste de la ville pour vivre en sécurité. Alors, il y a aussi l'exemple de Chongqing, qui est cette mégapole chinoise. On en revient à la Chine, à l'Asie, où il y a la plus grande poussée de ces entités. Le gouvernement a favorisé son développement spectaculaire. En 20 ans, la ville est aussi grande que la Suisse et sa population dépasse celle du Canada, par exemple, plus de 30 millions d'habitants. Le gouvernement chinois espérait que sa prospérité économique puisse développer le reste du territoire du Sichuan. Et pourtant, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. En fait, il faut bien comprendre la politique chinoise. C'est-à-dire que la Chine, on a eu un développement économique très important sur le littoral. Et l'intérieur est en retrait. Donc des inégalités très fortes au sein du pays avec des migrations de population du centre du pays vers le littoral. Donc le gouvernement chinois, il a décidé qu'il y ait une forme de ruissellement du développement économique pour que l'intérieur ne soit pas à côté de ce développement. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on va développer une ville. Et quelle ville on a choisi? Donc cette ville, Chongqing, qui était la plus importante avec Chengdu de la province du Sichuan. Donc là, il y a vraiment une volonté politique, d'autant plus qu'on a eu la construction du barrage des Trois Gorges, qui est juste à côté, et qui était le grand projet hydroélectrique du pays, et qui était le symbole un peu de la modernisation de la Chine et de son entrée dans le XXIe siècle. Donc on a eu une combinaison d'éléments qui ont fait qu'on a voulu développer cette ville, sachant qu'il y a aussi un facteur local, c'est qu'on avait un élu, le maire de cette municipalité, qui était Bo Xilai, qui pendant longtemps a été l'un des principaux dirigeants du Parti communiste chinois, qui aujourd'hui a été écarté du pouvoir. Merci Laurent Chalard d'avoir répondu à nos questions.